Pas qu'on sache. Tina a été aussi lauréate du prix de poésie Trillium pour son premier recueil qui s'appelait Poil lisse, publié aux éditions d'Interligne. Et elle va nous en lire un extrait. Bonsoir. Je vais me planter ici parce que je suis pas assez dame pour m'asseoir dans une chaise en robe. Un peu plus à propos maintenant, pour ceux qui sachent ce qui se passe dans mon patelin de Cornwall, on vient de renaître la bataille entre les francophones et les anglophones. Donc, disons que je vais le lire en pensant à autre chose ce soir. Je suis franco-ontarienne seulement en Ontario. Traître si je change de province. Espionne si je saute de l'une à l'autre. Assassin perfide si j'ose transmuter ma culture qui ne peut point, me dit-on, survivre dans un autre environnement. D'ailleurs, il faut se rappeler Darwin. Je suis canadienne, mais francophone, et pas du Québec. Donc, pas vraiment canadienne, et pas vraiment francophone. Mais en anglais, I am Canadian, et pas juste en bière. I have been Ontarian, Albertan, and British Columbian, but not really. All along, I've just been Canadian. The apple core texture of generic culture. En anglais, ce n'est pas compliqué. It's not complicated. A country is a country. Un pays, c'est une province. Le bilinguisme, cause certaine de la schizophrénie. 30 ans plus tard, André Peyman nous rirait en pleine face. L'histoire ne se répète pas, elle s'éternise sur la même intrigue, sans point tournant. Être franco-ontarien hors province, quelle antithèse. Je viens de comprendre qu'être franco-ontarien veut vraiment dire être francophone en Ontario. Ça ne veut pas dire avoir la culture dans les veines, dans celles qui partent de l'intérieur des cuisses et qui, étirées par des branches de veines moins importantes, vont jusqu'aux pieds pour s'assurer que les orteils ne gèlent pas par un froid humide sur le bord du canal. Dans ces veines qui ont causé des varices à ma mère avant qu'elle m'enfante, à ma cousine après qu'elle a pris du poids, à ma grand-mère en même temps que la vieillesse lui a arraché les chevilles, à moi-même parce que mes mollets sont boursouflés et parce que c'est drôle de voir une fille avec des varices. Ça ne veut pas dire non plus avoir une identité différente de celle d'un autre francophone du Canada. Ça veut dire qu'une fois à l'extérieur de la province du Haut-Canada, tu n'es plus franco-ontarien. Tu es canadien and you speak a bit of French. A bit of French sans l'accent, so you can't be French, parce que tu bois du coke. Et tu es habitué de te faire refuser le service en français. Et tu switches à l'anglais dans un même souffle. Comme si tu avais un commutateur interne. Tu peux faire passer le temps en brandissant le commutateur avec l'heureux avantage de ne jamais te fatiguer le bras. Par contre, la lumière ne s'allume pas toujours. Être franco-ontarien hors province, c'est souvent souhaiter que l'ampoule explose. Obligation langagière. Je français ma langue, ma tête. Je francophone ma garde-robe, ma bouteille d'eau, ma tapette à mouche. Je franco-ontarienne mes champlures, mon désir pour le profane et les gouttes de vinaigre. Je m'oblige à une culture que je n'ai réussi jamais à cultiver. Je français ma langue, ma tête. Je francophone mes habitudes, mes poignées de porte, mon grain de sel. Je franco-ontarienne mes draps. J'anglicise mon sexe, mes paupières fermées. Mais seule la fenêtre me répond dans une langue que je comprends. Boule de poil. Je suis enfant de parents divorcés. Rien d'étonnant en soi. Ça ne fait même plus les nouvelles de 18 heures. Ça ne s'annonce même plus au déjeuner d'employés, aux pratiques de hockey après l'école, aux récréations entre élèves de la 4e année. On se fout des statistiques comme des longues divisions, mais on sait diviser les propriétés. Heureusement, les enfants ne font jamais partie des divisions. On les laisse sur le parterre d'en avant, à côté de l'enseigne de Century 21. On est enfin arrivé. Je suis enfant adulte de parents divorcés. J'ai réussi à dépasser l'âge auquel mes parents, pour des raisons inexplicables, se sont mariés.
Pour plaire à leurs parents jamais divorcés, au nom du père, du fils et de l'œil de la voisine. Pour plaire à leur fantaisie jamais montrée à l'écran, petit ou grand, avec des frites sans ketchup, infusées de graisse non identifiable, non identifiée. Je suis rendue à l'âge auquel ils ont hésité trop longtemps et ont dû s'imbiber de formules et de formulaires, sans pouvoir remplir ceux qu'ils voulaient vraiment remplir. Maintenant, je m'en rends compte, la question se posera peut-être à moi, mais je la qualifie de conne et de sans mérite, comme un prix qu'on décerne au second parce que le véritable gagnant est trébuché dans l'escalier roulant en essayant de ne pas rater son vol, en direction d'une réunion de famille. On veut le prix, mais on ne peut pas en être fier, seulement en présence d'étrangers. Je suis enfant adulte de parents enfants divorcés. Je partage mon temps comme on partage le dernier Oreo. Si seulement ils se vendaient déjà séparés, une rangée de crème, une rangée de biscuits au chocolat. C'est parce que par eux-mêmes, les biscuits ne suscitent aucun excitement. Je regarde mon ventre, la crème de mon Oreo, blanc et prêt à être léché, surtout les verres, et me demande si mes pieds savent qu'ils sont croûtés et donc moins désirables. Et que dire de ma tête, de mes bras? Mes mains, amovibles, sont-elles la crème ou le biscuit? Une ou l'autre, elles deviennent victimes samaritaines. Si elles tentent de protéger mon bedon de langue rugueuse, elles se font arracher la peau du revers et ne servent à rien. Si elles sympathisent avec les biscuits, elles se font vite oublier au fond de l'emballage non scellé, où elles deviennent sèches avant la puberté. Je suis enfant de parents divorcés. C'est la même histoire qu'aux nouvelles de 23 heures. Une balle tirée dans le front d'un policier en vacances. Un coup d'État dans un pays dont aucun journaliste ne peut prononcer le nom. Un orphelin adopté par un sans-abri. Et en crunchant ses Cheerios le lendemain, on ne se souvient de rien. Et enfin, à poil. J'ai peur qu'un jour, j'arrête d'écrire. Je finirai comme mon père, à nier mes tatouages et mes illusions, ces formulaires d'inscription au tournoi de charité, dûment remplis. J'écouterai l'horloge en regardant grossir mon ventre, preuve gazéifiée d'indigestion manuelle. J'ai peur que la Denise d'en face ne livre plus après 22 heures, que l'autobus 95 ne se rende plus jusqu'à Orléans, que je n'ai aucun désir de me rendre à Orléans, ni à l'arrêt d'autobus. Je deviendrai une de ces femmes de carrière sans profession. Elle rejette les bénéfices du Subway et se colle les fesses trop maigres ou trop grosses, toutes capitonnées de cellulite, aux chaises de patio du bistrot de la semaine. Elle s'échange des bouchées de sandwich, mais les frites sont toujours les mêmes. Je sais que le jour arrivera, ce jour qui me causera tant de défaites au jeu de cartes, où j'aurai accepté la futilité des pensées écrites. Innocente, j'espère souvent que je serai devenue auteure de chansons célèbres avant que l'inévitable ne se présente dans mes Reeves Puffs. Mais je sais que je niaise personne, surtout pas mon père. Il sait qu'écrire n'apporte aucune pensée originale au monde et que le monde n'est pas prêt à se lire. Si j'ai appris la défaite de l'écriture par le manque d'écriture à mon père, j'en suis devenue convaincue de par mes propres recherches. La saison jardinière est trop courte dans les montagnes. Je ne pourrai plus faire pousser des plants de tomates dans mon jardin. Enfant, je gobais les petites tomates sucrées en quantité industrielle, mes doigts étant l'industrie qui soutenait le village de ma maison. Empêchée de faire pousser mes propres tomates, j'ai conclu que les habitudes d'un écrivain ne jouent aucun rôle dans sa production d'écrit. Seules les tomates peuvent garantir un succès littéraire. Mon père ne s'est jamais occupé de nos tomates. Aujourd'hui, il les achète au Walmart à rabais. J'ai peur qu'un jour j'arrête d'écrire. Les cahiers qu'on m'aura offerts s'accumuleront dans une bibliothèque, dans une chambre oubliée au milieu de ma maison. Mon père les trouvera vides et choisira d'ignorer leur importance. J'ai peur que ça ne vaille plus la peine de remplir mes cartouches-tâches et que cette phrase, si banale, sera la dernière que j'aurai osé écrire. Merci.